Bonjour à tous, en direct sur Direct Gestion sur TV Finance. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Julien Lepage, gérant et directeur général d'Amiral Gestion. On va passer ensemble cette demi-heure. Julien, bonjour, bienvenue. Bonjour. On va parler dans une première partie un petit peu de la macroéconomie, de ce mini-crack finalement qu'on a eu. Et puis dans un second temps, on a tous envie de savoir ce que recèlent les portefeuilles d'Amiral Gestion, les convictions, les idées. Alors on sait que c'est une gestion plus un petit peu à la Warren Buffett, que personnellement j'apprécie, mais vous allez nous en parler un petit peu plus. Pour l'instant, on se recolle sur l'actu. J'ai envie de vous faire réagir juste à l'édito, puisque je sais que les gérants de Amiral Gestion sillonnent le monde, notamment les pays émergents. Ils ont fait un voyage très récemment. Quel a été leur retour justement sur ce Brésil, ce qui se passe en ce moment? Oui, alors voyage Brésil et Chili. Donc c'est toujours bien d'aller vraiment sur place pour sentir. Alors au Brésil, hein, paradoxalement, les retours, c'est une énergie totalement incroyable de ce pays. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, tout ce qui s'est passé ces dernières années, toutes les forces sont intactes. Et on voit voilà, un très très grand pays émergent, totalement dual hein, entre son potentiel et ses difficultés actuelles. Un gros ressenti quand même aussi de pression et de pollution, hein, qui est quand même très très important. Voilà, puis ensuite il y a eu une autre partie du voyage au Chili, donc là c'est un tout petit pays, c'est très différent, mais c'est un peu la Suisse hein, de l'Amérique du Sud, donc là aussi pas mal d'enseignements intéressants avec de très belles sociétés. D'accord, et justement quand vous faites ces voyages, vous rencontrez les entreprises qui sont sur place? Ah Vous oui, arrivez alors, à au avoir Brésil c'est une dirigeants? vingtaine ou oui, plus de 20 entreprises hein, en quelques jours, hein, donc on est accompagné par des brokers locaux en fait, et on travaille avec eux sur un programme. Bon, le Brésil c'est assez grand, hein, il y a plusieurs régions, donc on travaille avec eux sur un programme très très étudié pour voir ces sociétés, pour voir aussi des gens de la société civile, pour voir également des gens des instances politiques ou économiques. Hein. C'est-à-dire qu'on en profite pour avoir une vision assez globale Alors des noms de ce justement qui se passe. d'entreprises qui vous ont plu ou qui seraient susceptibles d'être dans le radar maintenant d'Amiral Gestion? Alors, il y a des sociétés qu'on connaît depuis longtemps et qu'on a été revoir. Là, on peut penser à... Alors, les noms ne vont pas vous dire grand-chose. Odontopref ou Fleury. Donc, c'est dans la santé. Hein. La santé, c'est un secteur assez intéressant au Brésil. Ensuite, il y a des grandes sociétés, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le matière de l'énergie. Hein. Et puis ensuite, c'est le Brésil comme ailleurs. Hein, on a un tissu de sociétés... Moyenne, petite? Alors moyenne, oui. Nous, dans les pays émergents, on s'intéresse plus oui, à la partie moyenne qu'à la partie small cap. Hein. Là, c'est quand même plus compliqué. Donc, on a des sociétés dans l'immobilier, par exemple, qui nous intéressent beaucoup, comme Iguatemi. Voilà. Enfin, ce voyage, ça a été l'occasion de voir, voilà, de retrouver un petit peu les sociétés qu'on avait connues depuis maintenant 4-5 ans. Et puis de découvrir des nouveaux terrains. Des nouveaux terrains de jeu. Ben, très bien. On revient de ce côté-ci de l'actu avec une semaine quand même agitée. Hein. Si on regarde la période de jeudi dernier à aujourd'hui, on a eu vraiment les montagnes russes avec une cassure franche sur le CAC et un point bas vendredi dernier à peu près à la même heure à 3800 points, puis une remontée on va dire en flèche. Qu'est-ce qui s'est passé, Julien Lepage? Mini crack? Oui, ça pourrait être un petit peu analysé comme ça. En fait, c'est très compliqué à prévoir hein, ce genre de mouvement et surtout, les risques, on les connaît depuis très longtemps. Le risque France, je ne vais pas vous apprendre les difficultés qu'on a. Et puis au niveau européen, c'est à peu près la même chose. Bon, quelque part, le monde est en crise hein, depuis 2007-2008. Mais qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Pourquoi la semaine dernière cette violence à la baisse finalement? Je ne peux pas trop vous dire parce qu'on se retranche derrière des indicateurs macroéconomiques en Allemagne, aux États-Unis. En fait, au final, si on regarde les chiffres, ils n'ont rien de très... Il n'y a pas de rupture par rapport aux chiffres du passé. Il n'y a toujours pas de croissance, il n'y a toujours pas d'inflation. La production industrielle est en berne. Voilà. Ensuite, vous savez, les investisseurs réagissent parfois de façon un petit peu, voilà, un petit peu épileptique. Non, mais il faut voir aussi que voilà, ces risques-là, on les connaît. Le marché américain est au plus haut depuis très longtemps, sur des niveaux de valorisation très, très élevés, on pourra en reparler.
Voilà, après, donc c'est des mouvements après qui s'enchaînent. Moi, personnellement, je me demande si si l'histoire d'Ebola n'est pas quelque chose d'assez anxiogène finalement. C'est-à-dire que Ça a été la goutte d'eau finalement qui a. bah, ça n'a pas été vraiment dit comme ça, mais quand on a vu la volatilité monter sur des niveaux très élevés, on a vu les valeurs comme Bolloré, enfin toutes les attaquées, ou les valeurs qui sont sensibles un petit peu à l'Afrique, au voyage. On a une société comme Voyageurs du Monde, une super société qui a perdu Alors, 20% en 2 jours. Voilà, je me demande si ça n'a pas été quelque chose d'un peu anxiogène qui peut expliquer aussi, avec le reste, hein, Ouais. la violence du mouvement. Mais alors là, c'est inquiétant parce que, alors effectivement, il y a eu un cas, et puis on n'en a pas vraiment parlé en France parce qu'on n'a pas eu, heureusement, on a eu une fausse alerte pas très loin de la région parisienne. Mais effectivement, aux États-Unis, ça a été assez violent. Et puis surtout, il y a un nouveau cas, cette fois à New York. Donc, est-ce que vous pensez que ça va créer le même phénomène de panique où on peut de nouveau avoir des à-coups du coup sur les marchés? Je ne dis pas que c'est Ebola qui a été à la source de ce qui s'est passé la semaine dernière. Je pense simplement que quand on a une baisse aussi violente, on pense il y a une accumulation de facteurs, mais il n'y a pas eu un détonateur de type Lehman Brothers ou de type exogène très fort. Donc moi je pense qu'il y a un cumul de beaucoup de choses et que Ebola qui a fait un pic, je dirais, dans l'actualité en tout cas, avec ces cas qui ont commencé à se diffuser, avec ont montré une désorganisation aussi des grands pays industrialisés par rapport à ça. Voilà, donc voilà, de mon côté, nous on a sources un petit peu qui viennent des institutions de santé qui nous disent que voilà, le sujet n'est pas suffisamment pris au sérieux aujourd'hui par les gouvernements et peut être potentiellement un risque important. Les investisseurs se souviennent du SRAS, hein, qui était la version un peu précédente qui venait d'Asie, hein, si vous vous souvenez, qui avait aussi provoqué pas mal de remous sur les marchés, mais en fait, assez rapidement se rendu compte qu'il n'y avait pas d'épidémie ou qu'il y avait eu des dégâts relativement faibles. Et le marché était remonté. Alors justement, dans ces épisodes de stress intense, racontez-nous un petit peu vendredi dernier ou jeudi dernier, le téléphone sonne plus, vos clients vous appellent. Comment on gère finalement cette crise? Est-ce que vous êtes stock picker, on le rappelle? Ça veut dire que vous n'êtes pas collé finalement à un indice, vous êtes assez flexible, vous pouvez finalement passer l'ensemble des fonds, je pense, à une poche d'action modérée. Racontez-nous un peu la réaction dans ces moments-là. Est-ce qu'on est tenté de jeter le bébé avec le du bain, de dire oh là là, on va se retrouver dans une configuration 2008-2009, on va perdre 40%, ou au contraire, on fait le dos rond et on attend que ça passe? On fera venir chez nous quand même pour. Vous verrez que le téléphone ne sonne pas souvent. Et donc là, il n'a pas sonné du tout. Nos clients, on les a habitués depuis 10 ans maintenant, on leur a expliqué ce qu'on faisait. On leur a dit que pour faire de la performance à long terme, il fallait accepter et subir une volatilité qui pouvait être potentiellement très forte de temps en temps sur les marchés, mais surtout sur des segments des valeurs moyennes qui peuvent amplifier ces mouvements de volatilité et de liquidité. Voilà, donc bon, ensuite on n'a pas on n'a pas nous de réaction particulière par rapport à ce qui s'est passé. Alors ça dépend des fonds, mais on a des fonds, le fonds grand large dont on parlera tout à l'heure, qui est un fonds flexible, donc qui par définition on gère un degré d'exposition qui lui va varier en fonction des indices. Alors flexible, et l'objectif est d'investir en action avec souci de préservation du capital. Oui, préservation du capital, ça veut dire tout simplement que toutes les sociétés, tous les actifs qu'on met dans ce fonds, il n'y a pas que des entreprises, il peut y avoir des obligations, il peut y avoir de l'or ou des sociétés aurifères, il peut y avoir donc des produits dérivés, etc. Tout ce qu'on met dans le grand large, tout ce qu'on investit, ce sont des actifs qu'on a sélectionnés non pas par le potentiel de hausse, disons, mais plutôt par le potentiel de baisse, qui devrait être faible. De non-baisse alors? Oui, potentiel de baisse faible, marge de sécurité, tout ça c'est des synonymes, protection, voilà, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à je dirais, à la valeur des actifs et avec ce qu'on appelle cette marge de sécurité, hein, qui est un terme cher aux grands investisseurs américains du début du siècle. Ouais. Et donc, on a cet investissement sur toutes les sociétés, tous les actifs qui composent l'univers d'Amiral Gestion, hein, de nos fonds donc français, mais de nos fonds aussi européens, internationaux. Et donc, on choisit les idées en fonction de cette marge de sécurité. Voilà. Et puis, on gère l'allocation investie en actions. Alors le théorique c'est un 0-100, hein, mais comme vous le savez c'est très difficile de ne pas avoir d'action et c'est très rare également qu'on soit investi à 100%. Donc aujourd'hui on est à peu près au niveau de 50%
Et la semaine dernière, donc avec le choc que vous évoquiez, la forte baisse des marchés, nous a permis de réinvestir en partie, puisqu'on était tombé sur des niveaux d'exposition de 40%. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est d'expliquer aussi aux téléspectateurs et investisseurs qui nous regardent que cette baisse, moi j'ai l'impression qu'elle vient à pic pour beaucoup de gérants. On semblait qu'on était un peu tétanisé, qu'il ne se passait plus grand-chose. Pas de volatilité, ça veut aussi dire pas d'opportunité. Au Exactement. contraire, quand on a un retour de cette volatilité, là on peut recharger, on peut regarder des dossiers, il y a des valorisations qui baissent, et donc vous dites, bah tiens, ça se paye pas cher, je rentre dedans. Est-ce que ça a été le cas? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, la volatilité, nos clients en souffrent, nous, on doit en profiter. Hein. Et au final, lui doit en profiter aussi par les performances. Mais pour nous, la volatilité, c'est extrêmement positif. Effectivement, on peut avoir, là, on a des sociétés, par exemple, qu'on aime beaucoup, sur lesquelles on avait des positions importantes dans les équipementiers automobiles, qui ont baissé de 40% en quelques mois, hein. Avec une baisse qui s'est accélérée donc dans les derniers jours. Sans qu'il se soit absolument rien passé, on est retrouvé des niveaux de valorisation autour de 6 fois les résultats. Pour des sociétés de très très grande qualité, je pense à MJ Coutier par exemple, ou le MJ Bélier. Coutier, oui. Ou le Bélier. Le Bélier. Donc là, la volatilité permet de renforcer en fait ces sociétés-là à des prix extrêmement intéressants. Et puis d'opérer des arbitrages en allégeant des sociétés qui là, sont mieux valorisées. Voilà, comme dit un petit peu certains grands investisseurs, on peut dans ces périodes-là troquer des actifs à 70 cents le dollar contre d'autres plus décotés encore à 30 ou 40 cents. C'est-à-dire que la volatilité crée des distorsions et donc crée naturellement des opportunités intéressantes. D'accord, sur les valeurs que vous avez citées, MGI, Coutier et Le Bélier, racontez-nous le process de stock picking, puisqu'il y a d'un côté chez Amiral Gestion les analystes, ensuite il y a les gérants, mais comme vous nous disiez tout à l'heure dans un gérant 3 questions, c'est pas une gestion collégiale, c'est-à-dire que chaque gérant est libre de prendre ses décisions en fonction des informations qu'il reçoit, mais tout le monde a les mêmes informations. Oui, alors, on est aujourd'hui soit gérant analyste, soit analyste gérant. Tout le monde fait de l'analyse chez Amiral Gestion, tout le monde suit ses dossiers, fait ses grilles de valorisation Il faut avoir potentielle. absolument lu Benjamin Graham et Warren Buffett pour rentrer chez Amiral Gestion. C'est préférable, oui. Ouais. C'est préférable. Chacun a une culture différente, apporte quelque chose de différent à l'équipe. Chacun a son style de gestion. Et on n'a pas voulu casser ça. Les sous-portefeuilles dont on parlait tout à l'heure sont faits pour ça, sont faits également pour respecter et diversifier les styles de gestion. Donc une idée comme des idées fortes en général, comme MJ Coutier par exemple, au départ sont le fait d'un analyse d'un gérant qui va découvrir la valeur, le secteur, ou même s'il le connaissait déjà, va trouver un point d'entrée intéressant, va exposer son cas à ses collègues, va être challengé. On va lui dire, bah oui, mais souviens-toi, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Est-ce que tu as bien pris en compte tous les risques inhérents au secteur, à la concurrence? On va essayer de challenger le dossier. Moi j'y crois pas. Voilà. Okay. Et puis, voilà, le gérant et l'analyste est rentré en fait à son bureau et acheté du MJ Coutier. Ensuite, les autres gérants doivent se dire, voilà, malgré nos questions, nos questionnements, malgré nos craintes, voilà, il a investi et parfois de façon importante sur ce titre. Donc on s'intéresse de plus en plus en fait à la valeur qui peut intégrer d'autres portefeuilles. C'est comme ça qu'une société qui peut être au départ issue d'une idée non consensuelle peut le devenir par la suite avec le temps qui passe, avec les rencontres avec le management, les visites d'usine, avec éventuellement les lectures des notes d'analystes, avec les échanges avec nos confrères. Enfin voilà, tout un tas de choses font qu'on renforce notre connaissance d'un dossier et on peut également renforcer notre conviction au fil du temps. D'accord. Si on revient sur Sextant Grand Large, qu'on voit à l'écran en tout cas la performance depuis 10 ans, je ne sais pas si c'est vous qui étiez aux commandes depuis ces 10 années, la progression est plutôt pas mal. Alors on est par rapport à l'indice de référence qui est l'allocation monde flexible euro, performance cumulée 230%, donc on est plutôt bien, même par rapport à, en tout cas, à notre indice CAC. Évidemment, on a un gros creux qui correspond à la crise de 2008, et puis ensuite, ça se passe plutôt bien. Même dans les accros, on voit 2011-2012, finalement, le fonds traverse plutôt bien la période de difficulté. Oui. On va... alors, vous allez nous en parler, vous avez parlé de ce secret, du secret de cette courbe, Julien Lepage, dans un petit instant. On va marquer une pause et on reviendra dans un instant donc, sur les valeurs qui composent le fonds Sextant Grand Large. À tout de suite.
retour sur le plateau de Direct Gestion. Ce matin, mon invité Julien Lepage, le gérant et directeur général d'Amiral Gestion. On parle du fonds que vous gérez, que vous co-gérez Sextant Grand Large. On va s'intéresser maintenant, Julien, à vos prises de position, aux différentes positions qui sont. Alors, donnez-nous d'abord l'univers de Sextant Grand Large. Alors, l'univers de Sextant Grand Large, c'est le monde. Nous cherchons les idées, donc, comme je vous disais, les plus patrimoniales dans le monde entier. Alors évidemment, on a un prisme sur la France qui est assez important, puisque c'est notre cœur d'expertise depuis plus de 10 ans. C'est là qu'on a la meilleure, effectivement, compréhension, connaissance en fait des entreprises dans lesquelles on investit. Mais au fil du temps, donc l'équipe progresse, mature, voyage. Aujourd'hui, on prend le large et ça se fait de façon assez régulière. Depuis 10 ans, c'est pas des choses qui sont faites de façon brutale. Aujourd'hui, la France représente un peu moins de 50% de la partie investie en actions. D'accord, donc pour résumer, vous êtes investi, vous nous avez dit en ce moment à 50% en actions, puisque c'est un fonds flexible, vous avez la possibilité d'avoir une part qui tombe, on va dire, à 30-40% au minimum, peut-être pas complètement à zéro. En théorie à zéro, après ça sera, oui, c'est quelque chose d'assez peu probable. On est tombé là sur des niveaux en instantané de 35-40% d'exposition et on a remonté assez sensiblement la semaine dernière, donc lors de l'accident de marché. Vous avez une maison concurrente très célèbre, Carmignac, qui estime en ce moment que on va traverser de très très fortes turbulences et qu'il est urgent de réduire sa poche action au profit de l'obligataire ou des valeurs refuges. Est-ce que c'est aussi votre opinion, Julien? Alors nous, on n'a pas du tout l'expertise, je dirais, de marché, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de prévision sur les niveaux des marchés. On s'intéresse à la macroéconomie, mais d'un point de vue, je dirais, analytique, pas du tout d'un point de vue de gestion. Alors, l'exposition de Sextant Grand Large, elle est gérée sur des critères de long terme. Donc, on a des niveaux de valorisation sur les principaux marchés du monde qui prennent en compte, par exemple, ce qu'on appelle un PER ajusté du cycle. C'est-à-dire qu'on prend les résultats des 10 dernières années, moyens, qu'on lisse et qu'on compare à la valorisation actuelle. On a des indicateurs sur le PER de Shiller. Le PER de Shiller, c'est ce que je viens de vous dire. L'optimisme des investisseurs. Oui, donc ça, c'est des ratios, on appelle contrariants. Hein. Quand tout le monde est optimiste, c'est un indicateur de prudence. Quand tout le monde est très très pessimiste, voilà. On a la volatilité sur les options également, qui fonctionne un peu pareil. L'indice de la peur, l'indice de la peur, oui, on regarde d'un point de vue contrariant. C'est-à-dire que quand l'indice de la peur est très élevé, on a plutôt nous tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à renforcer l'exposition. Donc on a tous ces facteurs qui font que notre exposition va bouger. Cependant, on ne va pas dire, tiens, du jour au lendemain, on va passer de 60 ou de 20% à 40 ou de 60 à 80 sur un événement, je dirais, sur un événement qui est, par exemple, aujourd'hui, un non-événement. On n'a rien à dire de particulier pour expliquer une baisse de 10% des marchés en quasiment 10 jours. Voilà, donc on n'a pas... une reprise de 8 sur 3 Et une reprise de 8 plus tard. Donc voilà, nous, on n'a pas cette... Sextant Grand Large, je n'ai pas géré comme ça. Oui. Donc des paris de nous, on n'achète que des valeurs prudentes tout le temps, alors on va avec une exposition qui est contrôlée et qui est ajustée dans la durée. D'accord. On rentre dans la détail principal position. Vous allez nous commenter ces positions, nous dire d'ailleurs si c'est toujours d'actualité. Les premières lignes, caisse régionale de Crédit Agricole, Berkshire Hathaway, donc l'action de Warren Buffett, Oneo qui est un de vos paris, vous nous en parliez fort, en tout cas de longue date, c'est même plus un pari, c'est vraiment c'est un élément structurant du portefeuille. Et puis, plus étonnant, l'action de préférence LG. Household and Healthcare. LG, c'est bien tout ce qui est, enfin, on connaît les portables, c'est ça. Alors c'est une société cousine. Hein. Vous savez, en Corée, il y a beaucoup de sociétés cousines. Non, là, c'est la partie cosmétique. C'est plutôt un petit L'Oréal coréen. Très bien. Voilà, donc il y a de la cosmétique, il y a aussi de l'embouteillage de Coca. Et ça a plutôt performé ces derniers temps? Alors ça performe par vague, hein, puisqu'en fait c'est une action préférentielle. Donc on s'est intéressé non pas à LG, mais à toute une série d'actions préférentielles en Corée. Donc ça, il faut remonter à 2011, hein, 2010-2011.
Et donc, on a un segment de la cote qui décote de 70 à 80% sur les actions normales. Quelque chose de totalement anormal, de totalement une opportunité absolument historique, exceptionnelle. Donc, on a fait un voyage en Corée pour vérifier un petit peu tout ça, qui n'intéresse absolument personne à ce moment-là. C'est après la crise de 2008, en fait, les actions préférentielles et les actions normales sont décorrélées par la fuite des arbitragistes sur ce segment. Voilà, donc on a été patient parce qu'en fait la hausse s'est pas faite de façon rapide et régulière. On a une hausse en deux phases, une première hausse 2011-2012, ensuite plus rien. Et c'est cette année, en 2014, que les actions préférentielles, dans leur majorité, se sont mis à converger et à rattraper une partie de leur retard. On est aujourd'hui encore sur des niveaux de décote de 50%, ce qui est encore colossal. D'accord. Donc finalement, la réserve de valeur que vous essayez d'identifier, elle a été comblée en partie et il en reste encore un peu. Elle a été comblée en partie. Ensuite, une autre chose intéressante, c'est les sous-jacents. Donc, c'est des actions préférentielles, c'est bien, mais préférentielles de quoi LG Household, par exemple, est une société extrêmement bien gérée sur des métiers en croissance de la cosmétique en Asie, par un management actionnaire, donc ce qui est toujours assez rare. Donc, on est intéressé par la décote, mais également par l'actif sous-jacent. On est actionnaire d'Amore Pacific également, qui est une très belle société. Voilà. Mais donc, même si toutes les actions préférentielles en Corée se sont mises à décoter fortement, on a fait notre choix dans toute cette liste vers les sociétés et on a pondéré sur les sociétés de meilleure qualité. Et donc, dans grand large, voilà, on a choisi LG Household qui avait énormément d'atouts. On revient vers le marché français. Oneo, c'est parce que vous êtes amateur de vin que vous avez mis cette... figurez-vous que c'est pas pour ça, mais il se trouve qu'à chaque fois que j'ouvre une bouteille, une fois sur trois, je tombe sur un bouchon Diam, donc ça me fait bien plaisir. On le repère? Alors on le repère de moins en moins, puisqu'ils ont fait des progrès énormes en termes de dessin. C'est-à-dire qu'au début, justement, le bouchon Diam, les gens disaient, bah oui, mais c'est un aggloméré, c'est pas très joli, ça fait moins de bruit. Donc vous nous rappelez, Oneo, donc c'est des bouchons... Il y a deux métiers, il y a les barriques, des barriques Seguin-Moreau, qui est une marque les plus nobles, je dirais, du marché de la tonnellerie, et puis des bouchons, et donc qui depuis 10 ans sont des bouchons technologiques. Ils sont plus en liège. Alors c'est du liège reconstitué, donc on a visité l'usine plusieurs fois, l'usine en Espagne, il y a une nouvelle usine en France là, qui va entrer en production l'année prochaine. Donc c'est du liège qui est broyé. Voilà, il y a une vingtaine d'étapes, donc je vais vous passer un petit peu les étapes, mais en gros qui est passé au gaz supercritique afin de le nettoyer, en particulier le TCA, la fameuse molécule responsable du goût de bouchon. Voilà, ensuite il est reconstitué, redessiné. Il est plus performant, c'est-à-dire on a une meilleure garde. Alors meilleure performance bien sûr, alors on a plusieurs gammes, on peut des bouchons pour 3 ans, 5 ans, 10 ans, même un Diam 30 je crois qui fait 30 ans. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant dans cette société, c'est qu'il y a des barrières à l'entrée phénoménales et qu'il faut plusieurs années avant qu'un viticulteur vous fasse confiance sur un nouveau bouchon. Donc, il va le tester, il va l'ouvrir, sa bouteille, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, puis il va se rendre compte effectivement que, il n'y a pas de goût de bouchon, deux, il y a des propriétés organoleptiques excellentes. Et donc, il va passer, je dirais, à une phase plus industrielle de son équipement. Donc, vous êtes en train de dire que plus le temps passe, finalement, plus la technologie Oneo est reconnue, et donc plus elle va acquérir de clients. Plus elle va acquérir de clients et plus elle aura de barrières, plus ce sera difficile quand les brevets vont tomber à horizon 2020 pour un concurrent de venir sur ce marché. Parce qu'il va lui falloir passer par les mêmes étapes, c'est-à-dire essayer de convaincre des viticulteurs d'adopter leur nouveau bouchon. J'ai vu également dans les principales positions, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il y a Apple, technologie États-Unis, c'est à peu près 4% du portefeuille, c'est toujours le cas? Alors oui, c'est toujours le cas, même si la position a éventuellement été un petit peu allégée dans la hausse. Alors, Apple, c'est assez paradoxal, c'est une des sociétés les moins chères du monde, alors, surtout au moment où on a acheté au printemps, avec une trésorerie pléthorique. Et pourquoi c'était pas cher? Tout simplement parce que, pour pas mal de bonnes raisons d'ailleurs, les investisseurs disent mais c'est trop beau pour être vrai, ça ne peut pas durer. Dans le téléphone, c'est un téléphone, donc on ne peut pas faire des marges de 35% à vie avec un téléphone. La concurrence va arriver, elle est là. Ils continuent à augmenter leur prix. Voilà, et donc ce qui s'est passé depuis 3-4 mois, c'est qu'en fait, on avait oublié un petit peu, certains avaient oublié le fait en disant Steve Jobs est mort, il y a moins d'innovation. Si vous reprenez des articles d'il y a 6 mois, 1 an, c'est assez intéressant. Un Apple bashing assez incroyable, donc nous on aime bien ces situations-là. Et évidemment, Apple ne peut pas sortir un nouveau téléphone totalement, un produit de rupture tous les 6 mois ou tous les ans. Donc on a eu effectivement 2 ans
où il n'y a pas eu d'innovation majeure, et les équipes ont travaillé, et puis ils ont pas mal de milliards aussi pour financer leur recherche. Et puis là, on a eu, avec l'iPhone 6, un nouveau produit de rupture, voilà, avec la montre qui va arriver, l'iWatch également. Donc Apple a retrouvé, les gens se sont dit, finalement, cette société a toujours la même capacité d'innover. Et on était sur des valorisations en dessous de 10 fois le PE. Les gens ne savent pas trop ça, si vous voulez. C'est que on a une position de trésorerie très importante et une valorisation qui est très basse, qui s'est un petit peu normalisée aujourd'hui, mais il y a encore du potentiel. D'accord, donc vous n'interdisez pas la plus grosse capitalisation mondiale du coup. On parle maintenant des plus petites valeurs ou des plus petites lignes. Vous allez nous dire si c'est toujours d'actualité. J'ai repéré aussi dans le portefeuille, c'était qu'on connaît moins. CNIM, CNIM, HF Company, Mandom Corp. Alors là, on est dans les plus petites positions du fonds. Là, on parlait des positions qui étaient entre 3 et 4% jusqu'à présent. Donc ensuite, c'est des positions diversifiées sur des sociétés qui ont tous un degré de valorisation. On prend HF Company, par exemple. On est investi depuis très peu de temps sur cette société, qui a cédé un actif important. Leur cœur de métier. Alors, ils viennent changer puisqu'ils ont cédé une partie de l'activité dans la confortique. Donc c'est une société qui opère sur les produits de consommation autour du numérique. Donc c'était les décodeurs, antennes de télé dans les années 2000. Ensuite on passe au niveau donc, de la TNT, de tous les équipements pour la maison. La société CD s'occupait de connectiques, de portails, de vidéos à l'intérieur de la maison. Donc il y a beaucoup de métiers. On a également une filiale qui fait des splitters ADSL, donc ça c'est une technologie un peu compliquée sur un marché professionnel. Voilà. Au final, la société qui n'a jamais perdu d'argent depuis 10-15 ans, qui opère sur des marchés compliqués, cycliques, aujourd'hui elle vaut pas loin de sa trésorerie. Voilà, donc là aussi, situation anormale selon le client, ou du moins réservoir de croissance. Le principe, c'est qu'on ne sait pas si le repositionnement de la société ou ces nouveaux projets vont permettre de retrouver des rentabilités importantes et une grande valorisation. Ce qu'on sait, on connaît bien donc le patron, quelqu'un de très sérieux, M. Yves Bouget, et la certitude qu'on a, c'est que la valeur qu'il y a dans la société, en particulier via sa grosse trésorerie constituée suite à la cession de la confortique, une marge de sécurité extrêmement importante pour investir dans HF Company. D'accord. Il nous reste une petite minute, Julien Lepage. Il y a une ligne en fait qui m'a étonné, c'est aussi un investissement dans l'or via le fonds Tocqueville Gold. Pourquoi cette position en fait dans un fonds plutôt action? Ce sont des actions en fait, c'est des actions aurifères, mines aurifères gérées par Tocqueville. On a travaillé des mines d'or de façon individuelle, personnelle, il y a quelques années. Donc on a essayé de créer l'expertise et on s'est rendu compte au bout de quelques temps qu'on comprenait beaucoup de choses, mais pas suffisamment. Voilà, c'était quand même loin de nos domaines de compétences, très compliqué. Et donc on a délégué finalement cette petite partie à des gens dont on estime qu'ils faisaient le travail de façon meilleur que nous. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Julien Lepage, donc directeur général et gérant chez Amiral Gestion. On a décortiqué le fonds Sextant Gornard qui est ouvert aux institutionnels comme aux particuliers. Oui, tout le monde. Voilà, donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre banque ou de votre courtier en ligne. Cette édition de Direct Gestion est terminée. Vous retrouvez dans un instant Lucie Morlot et ses invités pour Direct Investisseur. On se retrouve quant à nous lundi prochain à 9h20. Bon week-end à tous.